Salam alaikum les gars, c'est Hous et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ma série de vlogs dans laquelle un jeune Arabi ambitieux et débrouillard mais sans moyens ni contact vous raconte ses galères, ses réussites et ses états d'âme dans sa quête du show business. La publication de ces deux vidéos a permis de me crédibiliser enfin comme un youtubeur, ce que j'ai rentabilisé immédiatement. Le lendemain de la publication de ces vidéos avait lieu Ares 7 que j'ai passé en tribune, mais cela ne m'a pas empêché, après le main event de l'événement, de descendre presque jusqu'aux places VIP afin d'interpeller l'attaché de presse et de lui montrer ma carte avec ma chaîne YouTube. Suite à ce geste, elle m'a proposé de la follow sur Insta afin de me permettre d'avoir une table de conférence à Ares 8, mais également des places en tant que média. Étant passionné, ambitieux et surtout motivé, je n'étais pas prêt de m'arrêter en si bon chemin. C'est donc naturellement posé la question, c'est quoi la suite? Un renouvellement et un brainstorming sur l'avenir de la chaîne s'est imposé. Les réflexions quant à l'avenir et la suite de la chaîne se sont faites durant le mois de juillet 2022. J'étais parti en vacances 10 jours à Marseille et ce, sans smartphone, afin de profiter au mieux de mon séjour et surtout d'avoir les idées claires et fluides. La première échéance que je devais préparer était Ares 8, car rappelez-vous, dans l'épisode précédent, je vous disais que l'attaché de presse m'avait fait une promesse quant à ma présence à cet événement en tant que média. Cet événement avait lieu le 2 décembre et contrairement à Ares 7, j'avais le temps pour le préparer comme il faut. C'est pourquoi je m'y suis attelé dès juillet avec la préparation de 2 interviews. Dans un premier temps, celle de Baki, présent sur la carte de l'événement, et dans un second, celle d'un des frères Bouganem, dont les rumeurs attestaient de sa potentielle participation. Et plus je peaufinais celle sur Baki, plus j'en étais satisfait. J'étais même arrivé au stade où lorsque l'on est extrêmement pressé de quelque chose, on le prévisualise de manière précise et on y pense énormément. Mais cette série et mon histoire ne seraient pas aussi intéressantes s'il n'y avait pas de galère et de déception. Un jour, alors que j'étais encore à Marseille, j'ai reçu sur le téléphone portable jetable que j'avais en cas d'urgence un message assez bizarre. Le numéro m'était inconnu et le message en question disait: c'est plutôt moyen ça, avec 3 points de suspension. Pour l'anecdote, dans un premier temps, j'ai pensé que c'était un numéro sur lequel j'avais fait un prank la veille, car oui, avec ma sœur de 21 ans, on s'était amusé à laisser des messages vocaux à des numéros au hasard, et ce, en ronflant. Mais bref, après avoir répondu « c'est qui » au message, je l'ai oublié et suis parti visiter le vélodrome. Mais sur le chemin du retour à l'appartement, je commençais à cogiter et à réfléchir sur la potentielle identité de l'expéditeur. Et je vous promets qu'à ce moment-là, je me suis dit: et si c'était l'attaché de presse d'Ares? Et cette intuition fut bonne, car 20 minutes après cette pensée, je reçus une réponse à mon message du matin avec le prénom de l'attaché de presse et la mention Ares. Étant donné que sur mon téléphone jetable, je n'avais pas mes anciens contacts, c'est pour ça que je ne l'avais pas reconnu. Mais ayant une très précise idée de ce qu'elle pouvait me reprocher, je lui ai précisé que n'ayant pas de smartphone, je ne pouvais pas recevoir les MMS, ce qui était probablement joint avec le premier message. Elle me fit clairement comprendre que la pièce jointe était celle-ci. Un de mes tweets dans lequel je prenais clairement le parti opposé du président d'Ares dans une histoire de manipulation. Pour être bref sur l'histoire, il y avait eu un litige entre Carla Moussou et Fernand Lopez à la suite d'Ares 7, et grâce à la tribune que l'assureur offre à Fernand Lopez, ce dernier en avait profité pour raconter une version des faits, le mettant à son avantage. Ce à quoi Carla Moussou avait répondu quelques jours plus tard en démentant, et sa version des faits a été confirmée par une vidéo de la scène en question publiée sur le compte Insta de La Transpiration. Cela prouvait alors que Fernand Lopez avait menti pour tenter de manipuler l'opinion publique à son avantage. Ce qui explique alors mon tweet. Et pour être honnête avec vous, ce tweet en question, j'ai même hésité à le supprimer avant un moment, mais m'étais dit que ça ne servait à rien car il ne tomberait jamais dessus. Mais cela est arrivé, et malgré les précisions de l'attaché de presse qui me disait qu'il n'était pas fou de descendre le président d'une organisation permettant à des petits médias comme moi de faire du contenu, je suis resté ferme sur mes positions, comme le prouve ce message que j'ai pu récupérer sur ma carte SIM. Mais sans réponse de sa part, j'ai implicitement compris que j'étais blacklisté d'Ares. Ce qui m'avait énormément saoulé au début en raison de l'opportunité qui s'envolait, mais qui avec le temps s'est atténué et dissipé, notamment à cause de certains agissements de Fernand Lopez, notamment ceux dans l'affaire concernant Slim Trabelsi. Tout cela en disait alors long sur leur mentalité. Le temps m'avait donc donné raison sur mes intuitions et mes positions. Mais n'ayant pas mis tous mes œufs dans le même panier, j'ai pu réfléchir à d'autres idées de vidéos durant mon séjour à Marseille, dont un concept auquel j'avais déjà pensé auparavant et que j'ai peaufiné durant mon séjour en raison du fait qu'il me tenait particulièrement à cœur. Lorsque j'ai commencé à me passionner pour la boxe, un de mes plus grands regrets était de ne pas avoir vécu certains combats, et notamment la hype et le contexte qui les précédaient. En se renseignant a posteriori d'un événement, on se rend souvent compte que certains éléments d'avant-combat sont éludés et que le résultat final prend souvent le dessus dans la narrative qui reste après coup. C'est pourquoi, dans une mini démarche d'historien et dans le but de pallier ce problème, j'ai décidé de lancer la série de vidéos La Capsule. Dedans, je parle de rencontres que j'ai vécues en présentant le vrai contexte ayant précédé le combat. D'où le titre faisant référence aux capsules temporelles qui sont ouvertes a posteriori mais qui sont scellées afin de garder le contenu intact.
J'avais décidé de commencer la série avec le combat Joshua-Usyk 2, dont le scénario était digne d'un film hollywoodien. Une fois rentré, je m'étais alors mis à l'écriture, au tournage et au montage de cette première vidéo qui se sont avérées particulièrement compliquées. D'un côté, je ne maîtrisais pas le montage et voulais donner de la pertinence à mon propos sans le noyer d'images de fond. D'un autre, l'histoire que je racontais était formidable. Elle valait donc la peine d'être bien narrée. C'est pourquoi je me suis orienté vers le format facecam où le principal point d'intérêt était le propos que je racontais. Même si très peu à l'aise devant une caméra, j'ai une certaine qualité d'orateur qui fait qu'avec un texte bien calibré et écrit, je réussis à être fluide oralement. Cependant, à l'époque, je misais tout dessus et négligeais l'importance d'avoir un texte bien écrit. J'avais juste une feuille de notes pour faire ma vidéo. Étant donné que nous ne sommes pas dans un talk show, je ne peux pas me permettre d'avoir des hésitations et de prendre mon temps pour véhiculer mes idées. Je dois être rapide, fluide et précis. Ce que j'avais moyennement été dans cette première vidéo, car même si je suis plus naturel et moins pressé, on sent des hésitations qui nuisent à la fluidité et donc à la digestivité de la vidéo. Et c'est pourquoi il n'a pris aucun risque lors du rematch et il s'est contenté de gagner au point son combat. Et en plus de tout cela, je me rappelle avoir dû tourner cette première vidéo 2 fois en raison d'un problème de qualité au niveau des rushs. Cette première expérience de tournage n'était donc pas de tout repos. Et ce n'était rien à côté du dérushage avec lequel je n'étais pas du tout familier et dont j'allais découvrir les plaisirs. Alors pour ceux qui n'ont jamais monté, il faut savoir que les dérushage c'est la pire chose qui existe, surtout si, comme un gogol, vous faites votre dérushage à la main via l'application vidéo de Windows. C'est donc après 3 heures de dérushage que je me suis enfin mis au montage sur Windows Movie Maker parce que j'en avais fait qu'à ma tête et n'avais pas écouté mon gars Ala JR, meilleur graphiste et designer du pays, qui m'avait conseillé DaVinci Resolve. Mais bref, après toutes ces galères, la vidéo était enfin montée et j'en étais très satisfait. Même si aujourd'hui, en la regardant, je trouve le montage très dégueulasse, je trouve encore cette vidéo pertinente à l'heure actuelle. La vidéo, sortie le 13 août 2022, et en raison des stats que j'avais faites sur la vidéo d'Abdul, je m'attendais à faire un assez bon nombre de vues. Je ne saurais donner d'estimation exacte de mes attentes de l'époque, mais je me rappelle avoir été déçu après avoir fait 135 vues en plus de 48 heures. Ce qui, avec du recul, était déjà très bien à mon échelle, et l'est encore tout autant aujourd'hui. C'est d'ailleurs paradoxal, car c'est généralement au début que l'on se satisfait de peu, et par la suite qu'avec le recul, on se rend compte que ces stats étaient minimes. Mais bon, il aurait fallu que je sois réaliste, ce n'était pas avec mes 60 abos et mes 2 vidéos parues que j'aurais pu péter le millier de vues. Chose que j'ai vite digérée et assimilée avant de passer à la réalisation de ma vidéo suivante, qui n'est pas des moindres, celle sur Saul Goodman. Dans un premier temps, il faut savoir que j'ai une histoire particulière avec cette série. Personnellement, je suis quelqu'un qui regarde uniquement des films, car je trouve la plupart des séries mal écrites, inutilement longues et remplies de cliffhangers anecdotiques, excepté pour Breaking Bad et Better Call Saul. J'avais commencé cette dernière en 2020, et à l'approche de 2022, et donc de la 6e et ultime saison de la série, j'avais décidé de la revisionner. Je l'ai recommencé en février 2022, et arrivé au 7e épisode, j'ai eu un flash. Une idée de problématique concernant l'évolution et le développement de Jimmy McGill et de ses alter ego. C'est donc avec cette idée en tête que j'ai commencé à regarder chaque épisode avec un cahier à la main, histoire de prendre des notes en rapport avec cette problématique. Et plus les épisodes avançaient, plus ma réflexion était étoffée et pertinente. Mais plus j'avais des notes et d'idées, plus je commençais à appréhender l'échéance. Aurais-je la capacité de tri et de synthèse nécessaire afin d'exprimer au mieux mes idées? Est-ce que le projet n'est pas trop balèze pour moi? Est-ce que je vais réussir à le concrétiser? C'est avec ces doutes, mais une fin et une détermination encore plus forte que j'abordais août 2022, moment où Better Call Saul allait arriver à son terme. Et avant ça, je me dois d'apporter 2 précisions. La première est qu'ayant commencé l'écriture en février, à l'époque où je n'étais pas encore sur YouTube, je comptais rédiger cette idée sous la forme d'article. Mais comme la série a fini en août 2022 et que le format vidéo est plus porteur et moins ennuyant, tout s'est bien accordé pour que ce soit la 2e vidéo de ma chaîne. Et la deuxième précision, c'est qu'à la base, je comptais prendre mon temps pour écrire ma réflexion finale. Mais, à quelques jours de la sortie du dernier épisode, je me suis mis une détermination afin de publier ma vidéo le 19 août. Sachant que la série finissait le 16, je voulais surfer sur la hype encore présente de la fin de la série. Et j'avais alors 3 jours pour tirer la conclusion globale d'une série de plus de 60 épisodes, synthétiser plus de 5 mois de notes, trouver un plan, écrire le développement, et enfin, tourner et monter la vidéo. D'ailleurs, pour rédiger le script, je m'étais enfermé le 17 août chez ma tante, sans téléphone portable, afin d'être le plus focus et efficace possible. Et une fois la vidéo écrite, j'étais particulièrement content, mais surtout soulagé, car le plus dur était fait, et il ne me restait plus qu'à tourner, ce qui m'excitait le plus. Ces mois d'impatience allaient être concrétisés dans le tournage de la vidéo le 18 août. Jeudi 18 août, 2h du matin, on n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que l'après-midi du 18 août, on doit tourner la vidéo sur Saul Goodman et on est excité de fou. C'est un truc de ouf. Là, c'est un mélange de stress, mais plus d'excitation qu'autre chose. Parce que c'est un projet sur lequel on travaille depuis 5 mois. Et depuis 5 mois, plus on rajoute des idées, plus on se dit purée.
est-ce que ce projet complexe va pouvoir être mis à bien un jour? Est-ce que je sais pas si je réussirai à faire ce que je veux faire? Et alhamdoulilah, on a réussi. On a réussi, on a réussi, c'est fou, c'est fou. On y était enfin, et vu l'importance de l'échéance, j'avais décidé de sortir le grand jeu. 2 vestes de costume, une chemise et une cravate, alors que j'avais jamais noué un nœud de ma vie, et un tournage qui a duré plus d'1 heure sous 25 degrés, ce qui a donné 3 heures de rush. Et le tout sans avoir rien avalé durant le processus, mais arrivé le 18 au soir, la vidéo était enfin prête. Mais une fois la vidéo teasée et prête à être publiée, j'ai rencontré un problème. Le doute. J'avais vendu ma vidéo comme exceptionnelle et avait teasé la qualité de ma réflexion sur le sujet depuis février. Mais il était possible que ce que j'avais fait n'était pas si exceptionnel que ça. Et si j'avais uniquement dit des banalités que tout le monde avait remarquées? Et si, pendant 6 mois, je m'étais gonflé la tête alors que mon propos final n'était pas si pertinent que ça? J'ai donc commencé à être de moins en moins enthousiaste et confiant, mais je ne pouvais plus reculer, et le 19 août 2022, la vidéo est sortie. Et mes doutes ont été aussi bien dissipés sur le plan comptable que critique. J'avais fait 500 vues en 3 jours et reçu des compliments à l'appel, dont un de la part d'un mutu Twitter qui m'avait particulièrement marqué et qui se reconnaîtra. Ce dernier me disait qu'il était enfin soulagé, qu'il pouvait partager le projet d'un de ses potes sans qu'il y soit obligé et que ce contenu ne soit pas de la merde. Et en plus de tout ça, je me rends compte qu'aujourd'hui, c'est la vidéo dont je suis le plus fier. Aussi bien pour la réflexion que le produit fini ou le moment passé à la tourner et à l'écrire. Je ne m'étais et ne me suis toujours pas autant éclaté et donné pour l'une de mes créations. Cette vidéo est mon porte-drapeau. Le seul truc que je ferais différemment aujourd'hui est la manière dont j'ai teasé la vidéo. Il vaut mieux que les gens ne s'attendent à rien et soient impressionnés plutôt que l'inverse. Le lendemain de la parution de cette vidéo, soit le 20 août 2022, avait lieu Joshua Usyk 2. Cette date est importante pour moi, car en plus du déroulement du combat que je vendais en vidéo une semaine plus tôt, il y a eu un événement marquant pour mon histoire. Et j'étais sur Twitter après le combat, et suis monté sur un space où plusieurs analystes de sport débriefaient la rencontre, parmi lesquels Jonathan McCarty, que j'avais pensé à interviewer depuis un certain moment. Après quelques prises de parole pertinentes de ma part et des digressions sur l'UFC, j'avais marqué les esprits et me suis dit que c'était l'occasion de faire ma demande. Une fois le space terminé, à 4h du matin, j'ai donc envoyé un DM à Jonathan McCarty lui vendant le concept de l'interview ainsi que mes différents travaux. Ce dernier ne m'a répondu que 2 jours après, mais positivement et en me laissant son numéro afin que je puisse le contacter sur WhatsApp. Je me suis donc exécuté, mais n'ai pas eu de réponse et n'en ai toujours pas eu, et ce, malgré une relance en décembre. Mais bon, ça fait partie du jeu. Le concept de cette interview est transposable à plein d'invités, et qui sait, peut-être que l'interview de Jonathan McCarty arrivera un jour ou l'autre. Sans transition, le mois d'août 2022 s'est conclu sur l'écriture, le tournage et le montage de ma vidéo La Capsule sur le sujet Ngannou-Gane. Toujours dans cette démarche d'historien, je voulais remettre les pendules à l'heure concernant un combat dont l'avant avait été pas mal oublié et réécrit à cause du résultat. Étant donné que j'ai une bonne mémoire et que j'ai vécu l'événement en me renseignant particulièrement au moment des faits, je savais que ma narration allait être fidèle. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte que les épisodes de la capsule allaient se faire de plus en plus rares, étant donné que pour le bien de la série, je devais avoir vécu les combats et que leur storytelling devait être exceptionnel. Mais bref, concernant Ngannou-Gane, j'avais également décidé de faire cette vidéo afin de surfer sur la vibe et la hype de l'UFC Paris avec Cyril Gane en main event qui approchait à grands pas. Mais cela m'a permis d'apprendre que l'algorithme de YouTube n'est pas une science exacte et que malgré le buzz d'un sujet, une vidéo en rapport n'est pas forcément susceptible de fonctionner. Ma vidéo sur Joshua Usyk par exemple avait fait plus de vues alors que sa hype comparée à celle de l'UFC n'avait vraiment rien à voir. Mais bref, c'est sur la publication de la capsule de Ngannou-Gane le 1er septembre 2022 que commence mon année scolaire. Et un problème se pose alors. Comment continuer à être régulier lorsque 5 jours sur 7, je passe 3 heures dans les transports et près de 8 heures à l'université?